sujet qui a fait couler beaucoup d'encre dans les médias récemment, l'hypothyroïdie. Alors je vous le dis tout de suite, on ne parlera pas du lévothyrox qui a fait connaître cette maladie, mais on s'intéressera à des points plus précis et concrets sur lesquels on a plus de réponses. Alors l'hypothyroïdie, qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Et comment ça se soigne? Il faut définir ce qu'est l'hypothyroïdie. Et pour cela, il faut s'intéresser, bien sûr, à la glande thyroïde. Ah, ça c'est mon domaine. Enfin une vidéo où je vais pouvoir raconter des choses. J'ai écrit au moins 17 paragraphes là-dessus. Les glandes ne sont pas souvent malades, mais quand c'est le cas, c'est juste des infections et puis c'est tout. Désolé Hippocrate, même si c'est vrai, les glandes peuvent s'infecter, ce n'est pas ce dont on va parler aujourd'hui. La thyroïde est un petit organe d'une trentaine de grammes situé devant la trachée et le larynx et qui sécrète tout plein d'hormones bien sympathiques. Une glande devant la trachée? N'importe quoi! Des glandes, il y en a dans la peau, dans les intestins, il y a les amygdales, les reins, le cerveau et c'est tout. Hippocrate, le foie c'est une glande et il pèse 1,5 kg. Dans ta liste, tu as oublié un organe qui pèse 1,5 kg. Oui, c'est qu'il n'était pas si important. La thyroïde sécrète donc principalement deux hormones, la triiodothyronine ou T3 et la thyroxine ou T4. Ces hormones vont donc être libérées dans la circulation sanguine pour aller agir sur les organes à distance. On a tendance à dire que la thyroïde est un peu le chef d'orchestre des hormones du corps. Mais en fait, quand on prend l'ensemble du système endocrinien, c'est-à-dire l'ensemble des organes qui produisent des hormones, eh bien c'est plutôt faux. En effet, la thyroïde, comme beaucoup d'organes qui sécrètent des hormones, ont besoin d'un maître qui leur dit quoi sécréter et quand. Et ce vrai chef d'orchestre, on en a déjà parlé dans une précédente vidéo sur le cycle menstruel, il s'agit de l'hypophyse. Un organe en forme de paire de couilles. L'hypophyse est le vrai chef d'orchestre du système endocrinien et il régit la plupart de la sécrétion des hormones du corps. Il a un rôle de starter, c'est-à-dire qu'il va dire aux glandes quoi sécréter et quand. Pour ce qui est de l'axe thyroïdien, l'hypophyse va sécréter de la Thyroid Stimulating Hormone, ou TSH, qui va venir stimuler la thyroïde pour lui dire de sécréter de la T4. Ça, c'est quand tout va bien. Mais parfois, la thyroïde sécrète un peu trop de T4. Heureusement, l'hypophyse veille au grain et elle va donc complètement arrêter d'envoyer de la TSH à la thyroïde. Cette dernière, en l'absence de signal, va donc diminuer sa production de T4 et ramener le taux d'hormones thyroïdiennes à un taux normal. De la même manière, quand il n'y a pas assez de T4 dans le sang, l'hypophyse va le détecter, sécréter un peu plus de TSH pour forcer la thyroïde à travailler un peu plus vite. Mais ça, c'est quand tout va bien, parce que des fois, le système se met à déconner, et là, c'est le drame. Le terme d'hypothyroïdie veut simplement dire qu'il n'y a pas assez d'hormones thyroïdiennes dans le sang. Mais cela ne précise pas si c'est parce que la thyroïde est trop feignante et ne travaille pas bien, ou si c'est parce que l'hypophyse ne la stimule pas assez. Néanmoins, quand on parle d'hypothyroïdie, dans l'immense majorité des cas, c'est la thyroïde qui fonctionne mal, c'est-à-dire que c'est une hypothyroïdie périphérique, pour la différencier de l'hypothyroïdie centrale, où c'est l'hypophyse qui ne stimule pas assez la thyroïde, mais elle-même fonctionne très bien. Pour résumer, dans l'hypothyroïdie périphérique, on peut dire qu'il y a une déconnexion entre la thyroïde et l'hypophyse. Vous savez désormais comment ça marche, mais on ne dose pas ces hormones thyroïdiennes tous les jours. Alors l'hypothyroïdie, ça donne quoi en termes de symptômes? Alors il faut déjà savoir qu'on peut avoir une hypothyroïdie sans aucun symptôme. C'est d'ailleurs assez fréquent et on appelle ça une hypothyroïdie frustre. C'est-à-dire qu'il y a la maladie, mais elle ne provoque pas encore de symptômes. Mais globalement, quand on a des symptômes, on a le corps qui fonctionne un peu au ralenti. Et c'est pour ça que certains appellent la thyroïde le chef d'orchestre du corps. C'est parce que les hormones thyroïdiennes vont aller activer tous les organes pour les faire fonctionner à plein régime. En cas d'hypothyroïdie, on peut donc avoir un ralentissement de la pensée et des actions, une somnolence, une fatigue importante, on a froid, on est constipé puisque le système digestif fonctionne au ralenti et on peut prendre du poids malgré une perte d'appétit.
Mais on peut aussi avoir des œdèmes, c'est-à-dire une infiltration d'eau au niveau des mains ou des pieds, ou encore des crampes, des douleurs musculaires ou articulaires, des troubles de l'humeur, une dépression, des troubles de la libido, bref, que du bonheur. Et vous comprenez maintenant pourquoi les médecins ont la prescription de TSH plutôt facile. Et oui, vu le nombre de symptômes très variés que peut donner une hypothyroïdie, on a toujours envie, en cas de symptômes un petit peu bizarres, d'aller vérifier que la thyroïde n'est pas en cause. Ouais, ça a quel goût l'urine avec trop de TSH? Moi, je fais tout au goût, c'est encore le plus fiable. Alors, une fois qu'on pense être face à une hypothyroïdie, qu'est-ce qu'on fait? Pas besoin de se lancer dans des analyses qui prendront 3 semaines et feront le tour de la France avant de revenir. Un seul examen biologique est indispensable pour diagnostiquer l'hypothyroïdie, il s'agit du dosage de la TSH. Et oui, dans l'immense majorité des cas, ce simple dosage va suffire à poser le diagnostic. Souvenez-vous, on avait dit que la majorité des hypothyroïdies étaient d'origine périphérique, c'est-à-dire que c'est la thyroïde qui ne répond plus à l'hypophyse. Alors certes, on pourrait très bien doser la T4, les hormones thyroïdiennes, pour voir qu'elles sont abaissées. Malheureusement, ce dosage fluctue beaucoup au cours de la journée et d'un jour à l'autre, donc il n'est pas suffisamment fiable. En revanche, on peut doser la TSH car elle est très stable au cours du temps. En revanche, il faut donc raisonner à l'envers. Si vous avez une TSH élevée, ça veut dire que votre hypophyse veut stimuler votre thyroïde. On a donc une thyroïde qui ne sécrète pas assez d'hormones thyroïdiennes. Or, on a dit que dans l'hypothyroïdie périphérique, la thyroïde ne répond plus aux ordres de son hypophyse. On a donc une hypophyse qui sécrète de la TSH pour stimuler sa thyroïde et la thyroïde qui n'en a rien à faire et continue à roupiller dans son coin. On a donc une TSH élevée qui ne sert à rien et des hormones thyroïdiennes, si on les dosait, qui seraient complètement dans les chaussettes. Et bien sûr, on va palper la thyroïde. C'est un truc très simple que vous pouvez faire vous-même ou faire par un ami, même si c'est un non-médecin. Il suffit de se mettre devant la glace ou derrière la personne que vous voulez examiner et de masser délicatement le cou à la recherche de la thyroïde. Une thyroïde normale est souple, lisse au toucher et indolore. Les signes qui doivent alerter sont une thyroïde irrégulière, dure, douloureuse ou trop grosse. Alors très bien, le diagnostic d'hypothyroïdie est posé. Mais ça vient d'où cette histoire? Comment ça se fait que cette thyroïde se mette à ignorer les ordres de l'hypophyse comme ça? Alors plusieurs choses peuvent donner une hypothyroïdie, mais il existe une pathologie principale qui est en cause dans plus de la moitié des cas. Il s'agit de la thyroïdite d'Hashimoto. Du nom de son découvreur, le docteur Hakaru Hashimoto, qui l'a découverte et diagnostiquée pour la première fois en 1912. Et c'est assez inédit puisqu'il s'agit de la première maladie auto-immune d'organes reconnue. Mais alors qu'est-ce que c'est donc que ce terme de maladie auto-immune? Une maladie auto-immune, c'est quand le corps s'attaque tout seul. Pour simplifier, notre corps possède un système immunitaire qui le protège des bactéries et des virus qui veulent attaquer notre corps. Le système immunitaire, pour fonctionner, a une sorte de liste des invités sur laquelle il a toute la liste de toutes les cellules et les molécules qui font normalement partie du corps. Tout ça, il le laisse tranquille. Mais quand le système immunitaire va contrôler une bactérie, par exemple, il va vérifier que les molécules qu'elle porte à sa surface font bien partie de la liste des invités et donc des molécules qui sont normalement dans le corps humain. En voyant qu'elle n'y est pas, il va donc chercher à l'éradiquer et appeler sans sommation toutes les autres unités disponibles pour tuer cette vilaine bactérie. Ce système est redoutablement efficace puisqu'il nous a permis de combattre de multiples pandémies et d'arriver jusqu'à nos jours. Mais parfois, il peut être mis en défaut et c'est ce qui se passe dans les maladies auto-immunes. Une molécule qui est normalement présente sur un organe va s'effacer de la liste des molécules normalement reconnues par le système immunitaire. Et le système immunitaire, en contrôlant un organe présentant cette molécule effacée, ne va pas le reconnaître et va donc l'attaquer comme s'il s'agissait d'un ennemi à abattre. Mais alors, qu'est-ce qui provoque ces maladies? Comment est-ce qu'elles se déclarent? Eh bien, on ne sait pas trop en fait. Il y a très probablement une part génétique, très probablement une part de l'environnement, mais les implications entre ces deux pôles sont très floues et les recherches sur le sujet sont en pleine expansion, mais encore précoces.
On sait simplement que ce sont des maladies qui vont s'associer entre elles, c'est-à-dire qu'une personne qui a une maladie auto-immune va pouvoir en avoir 2 voire 3, c'est-à-dire qu'on peut avoir quelqu'un qui a une thyroïdite d'Hashimoto, un diabète de type 1, un vitiligo, une maladie cœliaque, etc. Dans le cas de la thyroïdite de Hashimoto, on a donc une thyroïde qui va être reconnue comme étrangère par le système immunitaire qui va se mettre à l'attaquer. La thyroïde, elle, va essayer de se défendre en créant de l'inflammation, ce qui va la faire grossir et qui peut la rendre douloureuse. Mais le système immunitaire sera plus fort et va grignoter petit à petit la thyroïde, ce qui explique qu'elle va avoir du mal à produire les hormones thyroïdiennes. Et on comprend donc aisément pourquoi la TSH va augmenter. Ah, je vois. En fait, l'hypophyse stimule la thyroïde pour qu'elle produise plus de T4. Mais cet abruti n'assure pas le taf derrière. Pour poser le diagnostic de maladie de Hashimoto, il faut donc refaire une prise de sang puisque la simple hausse de la TSH disait seulement qu'il y avait une hypothyroïdie, mais sans présumer de la cause. On refait donc un bilan sanguin avec de nouveau la TSH, cette fois-ci des hormones thyroïdiennes pour avoir une meilleure vue d'ensemble, et on va rechercher les anticorps spécifiquement dirigés contre la thyroïde, les anticorps anti-thyréoglobulines ou anti-TG. On réalise également une échographie de la thyroïde pour éliminer les autres causes, et dans plus de la moitié des cas, on se retrouvera avec une maladie de Hashimoto pour laquelle il n'y a malheureusement à l'heure actuelle pas de traitement spécifique. Alors justement, le traitement, parlons-en. Les glandes se nourrissent d'eau. Il faut donc bien s'hydrater pour que les glandes soient bien nourries. Ouais, une bonne hydratation c'est toujours important, mais ça ne résoudra pas le problème. À l'heure actuelle, on ne peut toujours pas guérir l'hypothyroïdie. En revanche, ce qu'on sait très bien faire, c'est remplacer la thyroïde qui fonctionne mal. Et le médicament, c'est la L-thyroxine, que vous connaissez tous mieux sous le nom de Levothyrox. Et c'est tout simplement de la T4 en comprimé, ni plus ni moins. Globalement, le principe est assez simple, on va commencer avec des toutes petites doses qu'on va augmenter petit à petit en fonction des symptômes et du dosage de la TSH qui sera réalisé environ tous les 2 mois. Trouver la bonne dose de L-thyroxine peut être compliqué et assez frustrant pour les patients. Parfois, ça prend plusieurs mois de trouver un dosage adéquat qui puisse diminuer les symptômes et permettre d'avoir une TSH dans les normes. Pour modifier les dosages en médicaments, on se base donc sur la TSH. Si elle est trop élevée, ça veut dire que l'hypophyse veut plus de T4 et donc on augmente le dosage. A l'inverse, si la TSH est basse, ça veut dire que l'hypophyse voit qu'il y a déjà trop d'hormones thyroïdiennes et on diminue le dosage. La plupart du temps, les patients prennent l'habitude de gérer leur L-thyroxine tout seul en fonction de leur dosage et de leurs symptômes. En effet, ce dosage de médicaments peut varier au cours de la vie, par exemple quand on a des périodes de vacances ou lors d'un événement stressant. En effet, tous ces événements de vie vont bouleverser le système hormonal et il faudra donc adapter les doses de médicaments en fonction de tout cela. C'est pour ça que certains patients au début ont l'impression que ça ne marche pas, parce qu'il faut prendre le temps de trouver le bon dosage qui vous correspond à vous. Mais forcément, une maladie que la médecine ne peut pas guérir d'un coup de bistouri ou d'antibiotiques, c'est le paradis pour les charlatans qui vont s'empresser de vous dire que leur méthode à eux, elle marche et elle va vous guérir définitivement. Alors on ne va pas s'intéresser aux charlatans en question, mais plutôt à leur discours. La première astuce que je vous propose est d'utiliser une algue que l'on appelle le fucus ou le varech, qui est réputée pour booster une thyroïde un petit peu fatiguée. Un grand nombre de naturopathes et de faux nutritionnistes vont vous dire qu'il faut manger des aliments riches en iode, comme du poisson et surtout des algues. Le problème, c'est qu'en fait, ça n'a pas grand intérêt, puisqu'en France, très peu d'hypothyroïdies sont dues à une carence en iode. Si vous n'êtes pas carencé, vous n'avez donc pas particulièrement besoin de consommer ces aliments. Donc, exit le varech et la spiruline, ça n'a aucun intérêt. Et la deuxième astuce que vous pourrez utiliser en cas de thyroïde un petit peu fatiguée va être l'utilisation d'une huile essentielle que l'on appelle la myrte verte. Une autre superstar pour les naturopathes et les aromathérapeutes, et c'est assez rare puisque là tout le monde est d'accord, c'est l'huile essentielle de myrte verte. Et c'est plutôt bizarre qu'ils soient tous d'accord puisqu'on a seulement quelques études de mauvaise qualité sur des rats et ces études sont contradictoires. On est donc très loin de l'efficacité prouvée. D'autres sites très sérieux nous parlent également du tsinchi, un champignon, de l'avoine et même du jeûne. Mais encore une fois, pas d'études, pas d'efficacité prouvée.
L'ashwagandha est une plante utilisée en Inde pour réguler la thyroïde. Et en effet, un essai sur 50 personnes a montré que prendre de l'ashwagandha faisait augmenter le taux de TSH et donc de T4. Mais il semble que le mécanisme soit plutôt central avec une activation de l'hypophyse. Or, dans la majorité des maladies auto-immunes provoquant des hypothyroïdies en France, c'est plutôt la thyroïde qui pêche et donc stimuler l'hypophyse n'a pas d'intérêt. Enfin, une piste très prometteuse, bien qu'assez inattendue, c'est celle du régime sans gluten. Alors les études sont encore au stade précoce et les chercheurs commencent à peine à travailler dessus, mais du coup pourquoi s'intéressent-ils à cette piste? Eh bien parce que la thyroïdite de Hashimoto, qui représente plus de la moitié des cas d'hypothyroïdie en France, est une maladie auto-immune et les maladies auto-immunes s'associent souvent entre elles. Ainsi, une personne présentant une hypothyroïdie est donc plus à risque d'avoir également une maladie cœliaque également auto-immune et qui se traduit par une intolérance au gluten. L'éviction du gluten total ou partiel pourrait donc permettre de diminuer certains symptômes liés à cette intolérance, voire, et c'est ça qui est plutôt nouveau, des symptômes liés à la thyroïdite. Alors ces résultats sont à prendre avec des pincettes puisque les études sont encore balbutiantes sur le sujet, mais les chercheurs sont plutôt optimistes. Et oui, la science, ça prend du temps. Concernant les facteurs alimentaires, le lactose est également souvent cité comme un aliment à bannir totalement. Alors, il est évident que si vous êtes intolérant au lactose, Hashimoto ou pas, il semble peu pertinent de continuer d'en consommer pour le bien de vos propres symptômes en fait. Mais il semble aussi que les personnes atteintes de maladies de Hashimoto soient plus sujettes à l'intolérance au lactose. Il est donc assez normal qu'elles déclarent mieux se sentir quand elles n'en consomment plus. Le lactose a également un autre inconvénient, c'est qu'il va rentrer en interaction avec la L-tyroxine et qui peut rendre le dosage plus difficile à équilibrer. Ainsi, chez certaines personnes dont le dosage de L-tyroxine est difficile à trouver, l'éviction du lactose peut aider à trouver ce dosage plus facilement. Alors, que peut-on dire des méthodes alternatives ? Eh bien, pas grand-chose en fait. Très peu ont été évalués correctement et les pistes les plus prometteuses semblent se dessiner du côté des régimes sans gluten ou sans lactose. Ainsi, pour les personnes atteintes de thyroïdite d'Hashimoto ou d'hypothyroïdie, il peut sembler pertinent d'essayer quelques jours d'arrêter le gluten et ou le lactose pour voir s'il y a une amélioration des symptômes. Mais attention, ces modifications alimentaires ne représentent en aucun cas un traitement seul. Elles ne seront qu'une aide supplémentaire pour diminuer les symptômes ou améliorer la tolérance du traitement. N'oubliez pas que ces vidéos sont un support ludique et pédagogique mais ne remplacent en aucun cas une consultation. Si vous avez des doutes ou des symptômes persistants ou importants, consultez votre médecin. De la même manière, ces vidéos ne prennent en compte que le cas général et pas du tout les cas particuliers. Si vous êtes une personne âgée, une femme enceinte, un enfant, que vous avez des pathologies particulières, prenez rendez-vous avec votre médecin dès l'apparition des symptômes. Hop hop hop, ne pars pas tout de suite. Déjà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et si tu l'as aimée, eh bien tu peux la partager sur tes réseaux sociaux préférés et nous retrouver avec Fantine et Hippocrate sur Facebook, Twitter et Instagram. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo et activer la cloche pour avoir une notification dès qu'elles sortiront. À plus!